Amis historiens, amis historiennes, bonjour, enfin bonsoir au moment où je tourne cette vidéo, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo d'histoire, une nouvelle fois pas de géographie, promis un jour je m'y tiendrai, mais aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série que j'ai appelée on va dire prépa brevet, je sais que certains élèves passent par là, et bah ça va vous servir pour vos révisions, donc essayez d'être un peu attentif, ça peut servir. Ils se reconnaîtront. Donc on va parler aujourd'hui du chapitre démocratie et expérience totalitaire 1919-1939. Bon, c'était pas le même nom de chapitre lorsque moi j'étais élève, mais c'est un peu le même principe. Je fais un peu un mix de de mes anciens cours et des cours actuels, plus de mes connaissances forcément, pour essayer de proposer quelque chose. On va essayer de faire une mini-introduction quand même, on va essayer de faire ça bien. On y va. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc étudié lors d'une vidéo précédente, et donc 14-18, la vie politique en URSS et en Allemagne est marquée par de fortes tensions. À la mort de Lénine en 1924, Trotsky, chef de l'armée rouge, et Staline, secrétaire général du Parti communiste depuis 1922, s'opposent pour prendre le pouvoir en URSS. Nous reviendrons là-dessus dans une partie que je développerai évidemment. Le second s'impose définitivement à partir de 1927. En Allemagne, la République de Weimar est rapidement remise en cause pour avoir accepté le traité de Versailles, le diktat de Versailles selon certains, nous y reviendrons. Elle est encore affaiblie par la crise économique et sociale, marquée par une forte hausse du chômage qui favorise la montée des idées extrémistes. En France, les tensions politiques sont également multiples au lendemain de la Grande Guerre, à propos notamment de l'attitude à adopter face à la montée des idées communistes en Europe, mais également de l'attitude à adopter face aux vaincus allemands. On ne reviendra pas trop dessus, c'est assez technique, mais il y a plusieurs tendances dans les années 20, années 30, euh, donc face aux vaincus allemands, qui est soumis de payer les réparations du premier conflit mondial. Ça, vous l'avez vu dans le premier chapitre, on ne reviendra pas dessus. Si la situation économique et sociale s'améliore peu à peu, les progrès sont stoppés par la crise économique qui touche le pays à partir du début des années 30 et qui s'accompagne d'une nouvelle crise politique. Donc sur le diaporama, bon, j'ai fait un petit choix, j'ai mis la photo de Lénine au centre avec Trotsky à sa gauche, donc à votre droite, et Staline de l'autre côté. Et pour le diktat de Versailles, bon voilà, un texte de Von Bülow, issu de ses mémoires de 1931. Je vous laisse lire ça, ça parle du diktat de Versailles, j'ai un peu résumé les idées en bas. Voilà. Pour ce qui est du plan, on va y revenir tout de suite. Donc pour ce qui est du plan, on va essayer de répondre à une problématique assez simple, c'est tout simplement celle du manuel actuel, il me semble. Pourquoi et comment les démocraties sont-elles affaiblies alors que des régimes totalitaires s'établissent en Russie et en Allemagne? Dans un premier temps, on va revenir sur le régime soviétique de Lénine au totalitarisme stalinien, donc de Staline, vous l'avez compris. C'est là où je fais un peu un retour sur le programme précédent, on va dire, où je vais tout d'abord aborder la question de Lénine et le régime soviétique, ce qui est peu abordé, il me semble, d'aller dans les nouveaux programmes, même si, bon, je fais peut-être erreur, attention. Avec en petit b une transformation de l'économie et de la société sous Staline, puis le régime totalitaire stalinien. En grand 2, le régime nazi en Allemagne, donc la doctrine du nazisme, l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, et un régime guerrier et totalitaire. Nous terminerons par l'expérience démocratique du Front populaire en France, une atmosphère de crise, et élections et réformes. Allez, commençons tout de suite après avoir présenté le plan avec notre grand 1, et on va enchaîner tout de suite sur la première sous-partie, donc Lénine et le régime soviétique. Je vous ai mis une photo de Vladimir Ilyich Ulyanov, donc Lénine, sur ce qui s'affiche sur le diaporama, et je vous ai mis aussi la façon de passer du capitalisme au communisme selon les idées de Lénine, donc c'est tiré d'un manuel
Ça vient pas de moi. Il me semble que c'est Emmanuel Belin, programme de 2009, si on est précis. Donc je vous laisse observer un peu ça, donc on va pas forcément commenter, c'est pas l'objectif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le projet de Lénine, ben, c'est d'abattre la société capitaliste et de créer une société communiste sans classe. Donc ce que l'on voit tout simplement avec ben, le petit schéma. Pour contrer les résistances de la société bourgeoise, donc selon ces termes, hein, il met en place dès la fin de l'année 1917 un régime autoritaire qui devient une véritable dictature quand se déclenche la guerre civile. Le parti communiste devient le parti unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce parti qui est autorisé, et une police politique aux pouvoirs immenses, la Tchéka, élimine les ennemis de la révolution, entre guillemets, ou les emprisonne dans des camps de travail forcés. Les communistes triomphent de leurs adversaires, mais l'URSS, qui naît en 1922, est un pays ravagé. De plus, la révolution mondiale qu'espérait Lénine en fondant la Troisième Internationale n'a pas eu lieu. Le projet communiste est provisoirement reporté. Bon, pour ce qui est des termes, on peut, URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques. Pour ce qui est des autres termes, je pense que c'est à peu près maîtrisé, c'est maîtrisé d'ailleurs. On peut peut-être aller définir communisme, même si voilà, vous avez vu la racine commun. Bref, c'est la fin des classes, comme je l'ai dit, c'est à chacun selon ses besoins. Bref, une société égalitariste. En gros, tout le monde a la même chose selon les besoins. Évoquons tout de suite, dans un petit B, un grand B, appelez ça comme vous voulez, la transformation de l'économie et de la société soviétique sous Staline. Il est à la tête du Parti communiste depuis 1922, et il sort vainqueur, donc on l'a déjà dit, de la lutte pour le pouvoir qui s'engage après la mort de Lénine en 1924, donc face à Trotsky. En 1929, il décide de faire de l'URSS un grand pays industriel et d'établir une société égalitaire. Les entreprises industrielles, commerciales et de transport sont soumises à l'étatisation, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'État, tout simplement, elles ne sont plus privées. Et dans l'agriculture, la collectivisation abolit la propriété privée des terres, qui sont regroupées dans de grandes exploitations, les kolkhozes. L'État lance un premier plan quinquennal. Pour tout ce qui est définition, je vous renvoie davantage à vos cours. On va essayer de faire simple. Puis c'est pas forcément difficile à comprendre, je veux dire, collectivisation, il n'y a plus de propriété privée, et tout appartient à l'État, et on travaille tous ensemble avec des coopératives. Voilà, c'est un peu ça, mais sinon les définitions vous les avez dans vos cours. Là je fais des vidéos très résumées, même si ça va être encore très long. Je le sens, comme d'habitude, je parle énormément. Et enfin, dans un petit C pour conclure cette partie sur l'URSS, le régime totalitaire stalinien, eh bien ce que l'on peut en dire, c'est que la collectivisation se heurte à de très fortes résistances, violemment réprimées sur ordre de Staline. Les paysans dénoncés comme koulaks sont déportés au goulag, donc les camps de concentration et de travaux forcés où sont enfermées les personnes considérées comme ennemies du régime. Voilà, c'est pas très très joyeux. En 1937 et 1938, Staline déchaîne la violence policière contre des hauts responsables du parti, de l'État, de l'armée rouge, mais aussi contre de simples militants ou citoyens. C'est la Grande Terreur. De plus en plus contrôlée par de multiples organisations dépendant du parti, donc sous-entendu communiste, la société soviétique est soumise à une propagande de tous les instants. Elle doit adhérer au culte de la personnalité de Staline. Donc le culte de la personnalité, c'est l'ensemble de pratiques utilisées pour convaincre un peuple qu'une personne est supérieure et infaillible, indispensable, etc.
Bon, je donne quelques définitions quand même, je peux pas m'en empêcher. Mais enfin, voilà, je parle avant de faire mon diapo, mais j'essaierai de mettre des images davantage et des textes qui résument ça pour vous faire comprendre cette partie. La première partie est terminée, passons donc à la deuxième grande partie, donc sur le régime nazi, avec un petit A, la doctrine du nazisme. Donc ce qu'il faut retenir, j'essaye d'aller à l'essentiel, d'aller vite, c'est que le nazisme est une doctrine raciste et antisémite. Selon Hitler, les Allemands appartiennent à une race aryenne, supérieure aux autres races, non la plus dangereuse pour l'Allemagne est la race juive. Donc à chaque fois que je parle de race, c'est entre guillemets, évidemment, responsable des malheurs du pays. Le nazisme est un nationalisme violent. Selon Hitler, le traité de Versailles a entraîné le déclin de l'Allemagne. Celle-ci doit retrouver sa puissance par la conquête militaire d'un espace vital qui établira la domination du peuple allemand. Donc on voit ça sur le diaporama, j'essaye de les commenter en même temps. Donc j'ai mis tout simplement des extraits de la doctrine, donc de l'idéologie nazie, donc extrait du livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, Mon combat, écrit en 1925 lors de sa captivité, j'allais dire, de son emprisonnement, puisqu'il avait tenté un putsch qu'il a raté, il a donc été arrêté. Et donc on voit donc au niveau de la race sur l'extrait tout en haut, on peut lire le juif est celui qui pousse le plus ardemment aujourd'hui à la destruction de l'Allemagne. Je pense que le message est clair. Juste avant, l'espèce la plus dangereuse de cette race est la race juive. Voilà, donc un antisémitisme très marqué. Et pour ce qui est de la volonté expansionniste, violente et de la notion d'espace vital, les hommes d'un même sang doivent appartenir au même Reich, donc État. Le mouvement national-socialiste, donc le mouvement nazi, doit rassembler notre peuple pour marcher sur la route qui le conduira de son espace vital actuellement restreint à la possession de terres nouvelles. Donc c'est un peu ce qu'il faut retenir sur la doctrine du nazisme. Je le précise aussi, je sais que le plan peut paraître un peu bizarre par rapport à ce qui est fait parfois dans certains cours. N'y perdez pas l'intérêt qui est de retenir les grandes étapes, les grandes dates. Petit b, grand B, comme je vous l'ai déjà dit, vous appelez ça comme vous voulez, l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Donc Hitler et les nazis profitent de la grave crise économique du début des années 30, donc ça démarre avec le krach de 1929 aux États-Unis, pour parvenir au pouvoir. On peut voir cela avec l'affiche de campagne qui est très claire. Unsere letzte Hoffnung Hitler, donc avec Hitler qui est marqué en très grand. Et en sachant que Hoffnung, cela veut dire espoir, et letzte dernier, donc notre dernier espoir Hitler, avec, on le voit, une affiche avec des gens assez tristes, tous vêtus de manière différente pour montrer la diversité qu'aspire à représenter le parti nazi, et en même temps les tristes mines, puisque le pays est dans une triste situation, et face à cela, un seul homme semble capable de sauver les choses, selon le parti, évidemment, c'est Adolf Hitler. À la faveur des élections, à l'Assemblée nationale, au Reichstag, précisément l'Assemblée nationale étant en France, le Parti national-socialiste, donc NSDAP, devient la première force politique d'Allemagne. En janvier 1933, le 30 janvier 1933, date très importante à retenir, c'est quasiment à chaque brevet ou chaque brevet blanche, voilà, c'est une date importante, Hitler est nommé chancelier, donc le chef du gouvernement, en Allemagne, donc par le président de la République, Hindenburg, donc un ancien militaire. Donc j'ai mis une petite photo sur le diaporama, donc avec Adolf Hitler et Hindenburg à sa gauche, donc à droite de l'image. Passons à la dernière sous-partie sur cette partie sur l'Allemagne nazie, un régime totalitaire et guerrier.
Régime totalitaire, c'est une dictature non pas simple, entre guillemets, puisqu'aucune dictature est simple, mais c'est le fait qu'il y a vraiment un contrôle de la population, le fait qu'il n'y a qu'un seul parti, un seul chef avec un culte de la personnalité, enfin, il y a beaucoup de concepts. Euh, Vous avez sans doute vu ça d'ailleurs en cours, je l'ai déjà dit, on va pas revenir là-dessus. À peine installé au pouvoir, Adolf Hitler impose une dictature qui se renforce après la mort du président Hindenburg en 1934. Pour faire simple, il va tout garder pour lui. Il n'y a plus de président en Allemagne, Hitler, en tant que chancelier du Reich, assure les prérogatives de président également, sans être président pour autant. Toutes les libertés sont supprimées, tous les partis sont interdits, à l'exception du NSDAP, donc du parti nazi, mené par les SS et la Gestapo, donc la police politique du nazisme, qui traque les opposants au nazisme, et les SSC, les troupes de la garde personnelle de la garde hitlérienne, du parti nazi, donc des gens qui portent un uniforme noir, la terreur politique s'abat sur les adversaires du nazisme, qui sont assassinés ou emprisonnés dans des camps de concentration. Le parti nazi contrôle l'administration, encadre le travail et les loisirs de la population. Les enfants et adolescents sont enrôlés dans la jeunesse hitlérienne, donc que j'ai mis en photo, et une intense propagande impose à la population les idées nazies, avec un culte de la personnalité, autour du Führer, Adolf Hitler, le Führer qui veut dire le guide. Bon, j'ai un peu mis une image qui résume les choses en haut à gauche, où on voit les jeunes devant Adolf Hitler en train de faire un salut nazi. Ils sont tous très fiers de le rencontrer. Ils sont embrigadés dès le plus jeune âge et ils sont très heureux. Hein. C'est une star pour eux de rencontrer le guide, ceux qui va sauver le pays, le dernier espoir. Bref, on essaye de faire rentrer ça dans les crânes de la population. Les nazis appliquent contre les juifs des mesures de plus en plus dures. En 1935, les lois de Nuremberg leur retirent la citoyenneté allemande et leur interdisent mariage ou relations sexuelles avec des Allemands. C'est ce que j'ai mis donc sur le diaporama avec la photo, on va dire, qui est issue d'un bouquin, donc des lois de Nuremberg. On voit les mariages entre juifs et sujets de sang allemand ou assimilés sont interdits. Il est interdit aux juifs de hisser les couleurs nationales du Reich et d'autres mesures. On peut aussi citer la nuit de cristal, donc dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, où il y a dans la plupart des villes d'Allemagne et d'Autriche, bon, même si c'est le même pays, puisque il y a eu l'Anschluss, je vous apprends rien, on va pas revenir sur tout, une nuit de pogrom contre les juifs, donc de persécution, où les magasins vont être tagués et détruits, les synagogues brûlées, donc les synagogues sont les lieux de culte pour le peuple juif. Bref, les persécutions commencent véritablement, il y a une mise en application, si vous préférez, l'idéologie nazie contre les juifs. Hitler va réarmer l'Allemagne et rétablir le service militaire obligatoire, contrairement au traité de Versailles de 1919, hein, et ça vous l'avez vu en cours aussi, on va pas revenir dessus. À partir de 1936, il oriente l'économie allemande vers la préparation d'une guerre et lance le pays dans une politique extérieure agressive. Donc ça c'est pareil, je l'ai mis sur le diaporama. Donc l'économie de guerre, on le voit dans les dépenses d'armement, donc en milliards de Reichsmarks, donc c'est la monnaie de l'époque. Hein. En 1932, 0,7 milliards, 1938, 15,5. En transport, on passe de 1,2 à 3,4. La production industrielle, on passe de 59 indices 100 en 1932 à 125 en 1938. Et on voit finalement qu'il y a une adhésion qui va s'en suivre. Hein. Déjà, il y a une propagande, etc. Mais le nombre de chômeurs en millions, 6 millions en 1932 et 0,4 en 1938. Et oui, puisqu'il faut mettre les gens au travail, il faut préparer le pays à la guerre, donc il y a forcément à faire dans le pays, et il y a forcément un travail pour chacun. Donc ça aide le régime nazi et ça aide Adolf Hitler. Pour ce qui est de la politique extérieure, j'ai mis la petite carte donc en bas à gauche, l'expansion allemande 1936-1939, c'est beaucoup tiré de bouquins, où on voit les frontières en 1937 d'Allemagne, de Tchécoslovaquie et d'Autriche, donc,
et où on voit déjà la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, qui était interdit par le traité de Versailles, l'Anschluss que j'ai évoqué donc de mars 1938, l'annexion des Sudètes, de la Moravie, pardon, en sachant que les Sudètes, ça a posé problème, puisque donc c'est un peuple germanophone, c'est-à-dire c'est un peuple qui s'exprime en allemand, de Tchécoslovaquie. Et Hitler considérait que vu qu'ils parlent allemand, eh ben, ils doivent être dans le giron du Reich, et donc intégrer le Reich, donc être annexé, tout simplement. Et les choses se sont réglées avec les accords de Munich, donc de fin septembre, du 30 septembre précisément 1938, où en gros on a une signature entre Hitler, Daladier pour la France, Neville Chamberlain pour l'Angleterre et Mussolini pour l'Italie, où on pense que en acceptant l'annexion des Sudètes, Hitler va s'arrêter en ayant eu son espace vital. Bon, on va être tranquille, tout va bien se passer. Bon, vous voyez bien que ça n'a pas fonctionné, puisque après le 1er octobre 1938, je l'ai dit, il y a la Bohème-Moravie qui est annexée, et puis l'expansion du Reich qui va s'étendre vers la Lituanie, etc. Donc ce n'est pas très très efficace. Allez, troisième et dernière partie sur le Front Populaire, l'expérience démocratique du Front Populaire en France, petit a, une atmosphère de crise. Alors on peut dire qu'au début des années 30, la France est touchée par la crise économique et l'augmentation du chômage. Si la crise est moins brutale qu'en Allemagne, elle est néanmoins plus longue. Le mécontentement général se retourne contre le gouvernement. De plus, les gouvernements n'ont pas de majorité stable à l'Assemblée et ils sont souvent renversés, dans le cadre de cette Troisième République. Des scandales politico-financiers donnent une mauvaise image des hommes politiques au pouvoir, et des ligues d'extrême droite exploitent cette instabilité et appellent à la dissolution du Parlement le 6 février 1934. Je vous renvoie à ma vidéo sur ces événements, quand la République, donc quand la Troisième République vacille. C'est une petite auto-promo, je le reconnais. Les partis de gauche, jusque-là profondément divisés, depuis le congrès de Tours notamment, de 1920, où il y a une division entre les socialistes, donc la vieille maison, et les communistes, enfin la SFIO et la SFIC, décident de s'unir. Ainsi, le 12 février, une grève générale de protestation et de grandes manifestations au nom des valeurs républicaines et contre le fascisme se déroule dans toute la France. Ainsi, et pour terminer ce développement, qui, je le reconnais, va encore être long, on aboutit au Front Populaire. Lors des élections législatives de mai 1936, les partis de gauche, donc la SFIO, le Parti communiste français et le Parti radical, vont s'unir et former le Front Populaire, avec un programme simple que j'ai mis sur le diaporama: le pain, la paix, la liberté. La liberté sous-entendue contre la guerre, contre le fascisme. Pour le pain, contre la misère, et la paix, c'est un peu aussi pour la liberté, quoi. Donc ça rejoint des idées simples, mais nécessaires pour le bien-être des Français. Les élections sont remportées par cette coalition, et un gouvernement est formé et dirigé par Léon Blum, membre de la SFIO, ou du Parti Socialiste, si on veut être simpliste. Dès le mois de juin, des réformes sociales sont mises en place et donnent des droits aux ouvriers. Semaine de 40 heures, au lieu d'une semaine qui était plus longue, 48 avant. 2 semaines de congés payés, augmentation des salaires, etc. Les accords de Matignon du 7 juin 1936 établissent un dialogue entre les syndicats et le patronat. Faut savoir qu'il y avait eu des grèves en fait qui étaient organisées en faveur du Front Populaire et que le Front Populaire a soutenu en fait. C'était des grèves donnant-donnant. Mais cette expérience prend fin en 1938 car la crise économique et les divisions au sein du Front Populaire provoquent la démission de Léon Blum. Le Parti radical, avec à sa tête Édouard Daladier, forme avec le centre droit un nouveau gouvernement.
C'est là un peu l'ambiguïté, hein, finalement, avec Daladier qui est beaucoup impliqué, hein, puisque Daladier, en 1934, pour ceux qui vont regarder la vidéo, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais il est chef du conseil, Premier ministre, si on est simple, le 6 février 1934. Là, il est dans la coalition de Léon Blum, donc du Front Populaire. Et puis, bon, quand ça va plus trop avec le Front Populaire, eh bien, bon, pourquoi pas aller avec le centre droit, hein. Une fois la droite, une fois la gauche. Bon, voilà, l'essentiel c'est d'avoir un peu sa petite place. Bon, ça c'est un peu la pique contre les radicaux de l'époque, même si finalement dans la Troisième République, le Parti radical est un parti très influent, puisque nécessaire finalement, hein, puisque là on voit que le Front Populaire a besoin des radicaux pour avoir une vraie majorité stable, et le Parti radical va un peu avec la droite et la gauche selon les ministères proposés, selon l'influence qu'ils peuvent avoir, etc. Allez, pour conclure, on va faire simple, et ça c'est tiré directement du bouquin, j'ai pas cherché, donc le bouquin que vous avez sans doute, pour ceux qui regardent et qui me connaissent, donc où on voit tout simplement la Russie puis RSS, donc en 1922, l'Allemagne et la France, avec les contextes. Donc en Russie, la révolution russe, dans la Première Guerre mondiale, avec Lénine, un régime communiste. En Allemagne, à partir de 1919, le traité de Versailles est considéré comme un diktat, une crise économique à partir de 1929, une contestation de la démocratie par l'extrême droite. En France, à partir de 1929, une crise économique et sociale et une crise avec une contestation de la démocratie par l'extrême droite. Au niveau du pouvoir, il faut retenir Staline, notamment en URSS, successeur de Lénine à la tête du seul parti autorisé en URSS. En Allemagne, évidemment, 30 janvier 1933, Adolf Hitler, chancelier, Führer, grand guide du parti nazi et du pays. Et en France, la victoire du Front Populaire aux législatives de 1936 jusqu'en 1938. Au niveau de la politique menée, donc pour l'URSS, un régime communiste, donc collectivisation, contrôle de l'économie par l'État, totalitaire, donc société contrôlée et terrorisée. En Allemagne, régime raciste et antisémite, société contrôlée et terrorisée. En France, une démocratie avec un gouvernement de gauche qu'on peut requalifier de pluriel. Bon, ça c'est un peu plus récent, ça rappelle un peu Lionel Jospin pour ceux qui suivent éventuellement. 40 heures de travail au lieu de 48, des congés payés, des conventions collectives, ça j'en ai pas parlé, mais c'est des accords entre patronat et syndicats concernant les salaires et les conditions de travail. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'avais mis sur la diapo précédente, hein, puisque on voit les accords de Matignon, j'ai mis des extraits. Bon, je vous laisse lire ça en mettant pause, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, et surtout qu'elle va vous permettre d'en apprendre, de réviser sur les régimes totalitaires et sur les démocraties fragilisées entre 1919 et 1939. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.